Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Florent. Voilà, en fait, suite à des échanges avec des invités précédents et même plusieurs auditeurs en privé, un sujet est revenu régulièrement plusieurs fois sur la table. Comment, en tant que professionnels des ressources humaines, pouvons-nous contribuer à la politique RSE de notre organisation ? Alors aujourd'hui, donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Olivry, cofondateur de l'agence Déclic, sur On n'a jamais fait comme ça dans nos superbes locaux à Rennes. Merci une nouvelle fois Aurélien d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, Aurélien, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Avant l'agence Déclic, que faisais-tu ? Quelle est ton histoire ? Qui es-tu ? Très bien, merci Florent pour l'invitation et je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Alors avant l'agence Déclic, qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, j'étais toujours focus sur l'intérêt général, puisque la RSE c'est l'intérêt général dans le monde de l'entreprise. Eh bien, j'étais dans les collectivités locales. Je suis un ancien fonctionnaire territorial. D'accord. C'est assez rare dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est pas du tout antinomique et ce fil rouge, c'est vraiment l'intérêt général pour moi, puisque dans mes postes en collectivité, j'ai pu être au service de la population, au service d'un territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré en moi et je me qualifie d'ailleurs assez souvent comme entrepreneur d'intérêt général. Alors concrètement, ça veut dire de ton adolescence, de ta scolarité, de tes études supérieures, tu voulais aller dans cet environnement ? Tout à fait, ouais. J'étais vraiment, de par aussi la culture familiale, de l'associatif, du volontariat, du bénévolat, j'étais vraiment dans cette fibre-là. Et la question d'entreprendre avec le côté challengeant, le côté risque qui va avec, je trouvais que c'était, après une carrière de fonctionnaire territorial, un élément assez stimulant dans ma carrière suite à cette première phase, quoi. Alors qu'est-ce que tu as fait en tant que fonctionnaire territorial ? Tu travaillais où ? Tu faisais quoi concrètement ? Je travaillais dans des mairies de 8 à 10 000 habitants autour de Rennes, et plutôt dans les questions d'aménagement et d'aménagement durable. Voilà. D'accord. Voilà, avec des postes aussi de management. C'est notamment pour ça aujourd'hui qu'en tant que co-dirigeant de l'agence, puisqu'on est deux à co-diriger l'entreprise, je m'occupe plutôt de la partie gestion, management des équipes, et moins côté offre, comme peut le faire mon associé. D'accord, ok, très 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 concret. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, à quitter ce statut de fonctionnaire territorial qui pour certains peut être confortable, d'autres peut-être aujourd'hui, et nous on le voit avec des clients dans les collectivités qui peuvent des fois faire peur aux jeunes en disant oh là mais j'ai pas envie de m'engager pour toute ma vie, etc. Enfin bref, qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas et de dire j'arrête ce sujet et je vais vers l'entrepreneuriat, qui a été le déclic Merci sans pour jeu de mots, sans jeu de mots. Voilà. Et tu as trouvé l'essence dont je rappellerai après l'essence du nom de l'agence Déclic, en effet. Ce qui m'a poussé, c'est que je voulais, sous une autre forme, continuer à servir l'intérêt général, continuer à servir le territoire.
J'étais arrivé au bout, j'ai eu de superbes expériences dans les collectivités locales, j'ai été formé là-bas et je remercie les gens qui m'ont fait confiance très jeune, puisque j'ai commencé ma carrière à 21 ans sur des postes de management. Et donc ça m'a vraiment formé, formaté, et j'ai gagné énormément en compétences sur les 10 premières années de ma carrière. Et j'ai eu envie de le faire autrement, voilà, avec peut-être plus de liberté aussi, puisque pour que les collectivités arrivent à servir l'intérêt général dans une certaine équité sur le territoire, eh bien, il y a beaucoup de règles, en effet. Je ne le nie pas, c'est comme ça. Je pense que c'est sur un certain point assez nécessaire qu'il y ait des règles, notamment dans la partie commande publique, par exemple. Pour autant, j'avais envie d'un peu plus de liberté, j'étais arrivé au bout d'un cycle, et j'avais pas envie de devenir aigri, de rester dans ce confort, en effet. Je partage ce que tu dis, Florent, c'est un certain confort, mais en termes intellectuels, moi j'avais besoin d'un challenge un peu différent. Voilà. Donc j'ai choisi de toujours servir l'intérêt général, mais avec l'entrepreneuriat. Donc ça a été quelle année, la bascule ? C'était en 2015-2016. D'accord. Et compte tenu du monde d'où je viens, ça aurait très bien pu être dans la politique d'ailleurs. J'aurais pu aussi potentiellement, parce qu'il y a plusieurs façons de servir l'intérêt général. En gros, être fonctionnaire, être politique ou être entrepreneur d'intérêt général. Donc il y avait un peu ces... Et le côté politique voilà. t'intéressait ou t'intéressait pas ? Si, m'intéressait vraiment. J'adorerais le faire un jour. Pour autant, je pense que c'était pas le bon timing pour moi. J'étais pas prêt, tout simplement. D'accord. Je sais pas si je le serai un jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis beaucoup l'actualité politique, sans être un expert, bien évidemment, mais en tant que citoyen, je regarde ce qui se passe dans mon pays et je suis observateur. Donc, c'était un peu les deux choix. Et donc, on a choisi avec mes associés de faire de la politique via l'entrepreneuriat, puisqu'on a une entreprise qui est assez engagée. Et la thématique que l'on traite auprès de nos clients est une thématique, la RSE, qui fait prendre des virages à nos clients et à leurs entreprises. Donc, c'est pas une thématique qui est peu engageante, elle l'est assez. Et donc, on a envie et on a un projet éminemment politique au sens noble du terme, quoi. D'accord. Alors, si on zoome sur l'agence Déclic, avant qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet, clairement autour du monde de la RH et du monde de la RSE, c'est ce qui nous intéresse, nous, auditeurs RH. Pourquoi le nom d'agence Déclic et quelle est la particularité de l'agence Déclic, agence RSE, par rapport à d'autres agences RSE qui existeraient sur le territoire français ? Ouais. Alors pourquoi agence Déclic ? Tout simplement pour que nos clients aient le déclic de nous appeler quand ils ont une problématique. Quand bien même on ne soit pas toujours les meilleurs pour répondre à la problématique, mais on a envie d'être le partenaire privilégié de nos clients. Et donc il arrive parfois qu'ils nous appellent pour d'autres thématiques et on dirige vers des partenaires. Et donc c'est comme ça qu'est né le nom de l'agence. Et quelle différence on peut avoir ? Quelle est la mission en fait de l'agence Déclic ? Ouais, la raison d'être qu'on s'est fixé, puisqu'on est entreprise à mission à l'agence Déclic, on est également labellisé Bicorp pour ceux qui connaissent les labels RSE. Notre raison d'être, c'est de contribuer à rendre nos territoires plus performants et durables. Ce qu'on entend par performance, c'est que nos actions et les actions de chez nos clients soient utiles pour les usagers ou les clients et soient aussi efficientes, ces actions-là. Donc ça, c'est derrière le terme performance. Et durable, c'est un peu plus classique, mais c'est que les actions tiennent compte à la fois des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de gouvernance, tout ça dans une logique d'intérêt général. Voilà la mission qu'on s'est fixée et qu'on a intégrée dans nos statuts depuis le début de la loi Pacte, fin 2019, début 2020. Ok. Pourquoi ce choix d'entreprise à mission ? Parce qu'on avait envie de dire... Parce que ça fait bien pour une agence RSE ou il y a autre chose ? Il y a deux raisons. Deux raisons, c'est c'est toujours vécu comme un laboratoire pour nos clients demain. Donc, parmi nos collègues, au départ, certains avaient vécu le label Lucie, par exemple, qui est un très bon label, qui est un label français. Donc, le connaissant déjà en interne, on s'est dit, nous, on va aller, pour nous, sur une labellisation qui est un peu différente. Donc, le label Bicorp, c'est un label qui est américain et qui est international aujourd'hui. Alors, il n'est pas mieux que Lucie, il est un peu différent, mais c'est pas mieux ou moins bien. Mais seulement, on avait envie de le tester, parce qu'il y en avait peu en France. À l'époque, quand on a été labellisé Bicorp pour la première fois, on était la 102 ou 103e française. Donc, c'est peu, voilà. Alors, c'était relativement facile pour nous, puisqu'on était une petite boîte de service avec peu d'impact. Donc, ça nous a permis d'entrer dans le label, de le comprendre et de le vivre sur nous-mêmes. Donc, pareil sur la société à mission. On a voulu montrer l'exemple et, tester sur nous avant d'aller chez nos clients faire ce type de choses. Puisqu'en effet, certains de nos clients, au-delà de la stratégie responsable, la RSE, nous demandent en parallèle des labellisations ou de la société à mission, par exemple. Donc, on est en capacité de les accompagner. Et le dernier point, c'est que quand on parle d'impact, de responsabilité, de RSE, il y a deux thématiques un peu différentes. C'est la responsabilité, donc là on le traite plutôt par des labels, et l'autre partie qui est plutôt par l'entreprise à mission, qui est ce qu'on veut faire pour la société. Quel est notre rôle, quel rôle on veut jouer pour la société. Et par la société à mission, on dit ça. On dit quelle est notre mission pour la société.
puisque la loi Pacte justement a introduit ces éléments-là pour laisser libre aux entreprises d'aller plus loin que la simple association financière et économique qu'on peut connaître depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ok, très clair. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais t'entendre très concrètement et qu'on échange sur le rôle spécifique de la fonction RH sur la mise en place d'une politique RSE efficace, efficiente dans son organisation. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi ce qu'est la RSE, mais vu d'un œil RH, vu d'un œil entreprise, ça veut dire quoi concrètement? Parce que je sens que c'est un terme que tout le monde utilise, qui englobe énormément de choses. Comment est-ce que toi tu le définirais version effectivement entrepreneur RH? D'abord peut-être juste de façon un peu macro, qu'est-ce que c'est la RSE? C'est de traiter sur un même pied d'importance et d'énergie que l'on met le pilier environnemental, le pilier social, on va y revenir. Les RH ont un grand rôle à jouer sur le pilier social. Le pilier économique, il ne faut pas oublier que la RSE, ça n'oublie jamais l'économie. La RSE n'est pas quelque chose qui est superficiel et qui oublie qu'une entreprise doit gagner de l'argent pour vivre. Elle ne l'oublie pas du tout, bien au contraire. Il y a un focus sur cette partie-là. Il y a un quatrième pilier qui est la gouvernance. Donc là aussi, sur ce pilier-là, la question RH peut intervenir. Ouais. Les DRH ont un rôle à jouer qui peut être très important. Et puis la question de l'ancrage territorial. Donc là, potentiellement aussi, par rapport au recrutement, il peut y avoir pour les RH une partie. Donc ça, c'est macro, ces 5 piliers-là, donc environnement, économie, social, gouvernance et territoire. Et donc, sur la partie ressources humaines, le rôle que peuvent jouer les RH, je dirais que ça dépend du contexte de chaque entreprise. Ça peut dépendre de la taille de l'entreprise, du type d'activité aussi. On n'aura pas les mêmes actions dans une entreprise de service où 80% des dépenses sont des salaires par rapport à une entreprise qui fait un produit ou qui est dans l'industrie, par exemple. Donc, le rôle peut être différent. Ça peut être aussi différent parce que les enjeux de l'entreprise sont différents d'une entreprise à l'autre. Telle entreprise dans tel territoire ne va pas avoir les mêmes enjeux qu'une autre qui fait potentiellement la même chose dans un autre territoire. Et puis, ça dépend surtout, je trouve, de comment l'entreprise intègre la RSE aujourd'hui. Nous, on milite pour une RSE cœur business. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Beaucoup d'entreprises C'est une conviction que vous avez au sein de l'agence? C'est une conviction. On essaye le plus possible. On n'y arrive pas toujours et ça dépend d'où les clients partent. Et donc, on ne juge pas d'où les clients partent. Nous, on les prend à partir du moment où ils sont sincères, qui veulent avancer. Donc, peut-être que les premières étapes, on n'arrive pas à faire une RSE cœur business. Peut-être que c'est encore une RSE à côté du business. Un peu sur le modèle anglo-saxon de la philanthropie, de se dire, on fait là une fondation, là on a des actions RSE qui sont à côté du business. Tu vois. Et concrètement, une action RSE Core Business, c'est quoi? Est-ce que tu auras un exemple? Est-ce que tu peux... Un exemple très concret d'une action... C'est intéressant là pour le coup. Ouais, Core Business qui peut croiser les enjeux sociaux, environnementaux et économiques par exemple. Tu peux citer un client si tu veux, j'ai pas de problème là-dessus. Alors, nous, on n'a pas le droit de citer nos clients parce qu'on a des clauses de confidentialité, mais je vais te citer des exemples qui sont issus des accompagnements que l'on peut faire et ce que font remonter mes collègues. Par exemple, c'est une question très simple de mobilité, par exemple. C'est une question très concrète, très terre à terre. Eh bien, une action qui est intégrée à l'entreprise et à sa stratégie, c'est de mettre en place, par exemple, le forfait mobilité durable et même d'aller plus loin sur le remboursement des transports en commun. Et ça, c'est une action qui peut être évidemment pilotée par les RH, puisque ça touche la paye et une question réglementaire. Mais tout de suite, tu croises des questions environnementales, parce que d'avantager la mobilité douce, les transports en commun, par ce biais-là, eh bien, tu n'as pas une action seulement sur l'économie de tes salariés, mais du coup aussi sur le territoire et sur les émissions négatives que tu pourras avoir, puisque une entreprise, eh bien, c'est des salariés qui se déplacent, tout le monde n'habite pas dans l'entreprise, encore heureux, que l'on puisse couper et qu'on puisse avoir d'autres occupations. Et donc, tu peux avoir cet avantage-là, un avantage économique pour l'entreprise, parce que même si c'est cet exemple-là, on sort de l'argent, derrière, c'est un avantage social énorme pour les salariés. Donc, tu peux avoir des actions très concrètes comme ça qui croisent les différents sujets. Et justement, la RSE, elle est gagnante et elle est cœur business quand elle croise différents enjeux et différentes thématiques. Et qu'on ne reste pas de façon silotée. C'est un peu le risque, notamment plus par rapport à la taille de l'entreprise, plus elle grossit, plus... Et ça peut être le risque pour les RH qui nous écoutent, de se dire, moi je vais m'occuper que du pilier social. Alors bien évidemment que les RH sont le pilote du pilier social, c'est pas du tout... je vais pas du tout dire le contraire. Ils ont un rôle à jouer très important à ce niveau-là. Simplement, il ne faut jamais oublier qu'une action sociale peut aussi avoir des avantages sociaux, environnementaux, de gouvernance parfois. Donc c'est pour ça que je parle de RSE Cœur Business, parce que
Et c'est pour ça que du coup, le rôle des RH dépend de comment on fait la RSE dans l'entreprise, puisque si on fait une RSE Cœur Business qui est portée par le top management, donc la direction générale et le CODIR, et que les RH sont au CODIR, eh bien, comme d'autres directions, comme la direction financière, comme les achats, comme la communication, eh bien, on peut avoir des actions transversales qui s'y passent dans l'entreprise. Puisque quand les RH travaillent sur un sujet et qu'en parallèle, la direction RSE est très intéressée sur le côté environnemental et l'impact carbone, eh bien, c'est coup double, en fait. Et ça, c'est pas une RSE pour nous qui est à côté du business. C'est vraiment quelque chose qui est dans le quotidien de l'entreprise. C'est pour ça que je te donne un exemple très concret de la mobilité, parce que le cœur business, c'est des choses très pragmatiques, des tables, des chaises, des gens, des bureaux, des choses comme ça, en fait. Nous, on milite pas pour des actions de greenwashing, de social washing ou de regen washing qu'on peut connaître parfois. Type, je plante des arbres? Ça peut avoir un impact, mais ça dépend comment tu le fais, par exemple. Nous, en tout cas, on n'est pas du tout... Je suis toujours perplexe, moi, concrètement par ça. Oui. Mon entreprise a des émissions CO2 et toutes les entreprises en ont, et la mienne aussi, forcément. L'objectif, c'est bien sûr, c'est de minimiser. J'ai le sentiment, mais c'est peut-être que je me trompe totalement, que certaines entreprises disent, mais en fait, moi, je m'en moque un peu de ce que j'aimais, et à côté, je vais planter des arbres. Et comme ça, c'est joli, quoi. Je sais pas ce que tu en penses de ce sujet. C'est un sujet très intéressant. Et je vais te reparler du coup des croisements entre les différents piliers là-dessus. C'est que moi, je trouve ça bien que des entreprises fassent ça. Qu'il y ait des offres de services pour ça. Okay. Mais toujours dans une logique, je mesure, je fais mon bilan carbone, je sais où j'en suis, je réduis au maximum, et après, je compense. Et la compensation, nous les premiers, on a choisi il y a 2 ans de planter des arbres. D'accord. Parce qu'il y a un reliquat que toute activité ne peut pas... Voilà. Que tu pourras pas compenser. Il y a très peu, de notre point de vue, il y a très peu d'entreprises qui peuvent être régénératives. On entend beaucoup parler du régénératif à côté de la RSE et de l'impact aujourd'hui. C'est très bien la question régénérative, mais il y a très peu qui peuvent l'être nativement. C'est surtout les gens qui bossent en agriculture ou dans les milieux naturels qui peuvent du coup compenser par leur métier. Par leur métier, ils ont des externalités positives qui compensent le négatif directement. Okay. Mais même une boîte de service de 25 personnes qui a quasiment zéro impact n'est pas capable d'avoir zéro. Donc nous, donc du coup, vous plantez des arbres, sur mon exemple et ma marotte du moment là. Ouais. Vous plantez des arbres, mais vous faites pas que ça. Non. C'est ça le sujet. C'est que vous avez plein d'autres actions et in fine, oui, parce qu'on n'est pas à zéro, on va aller travailler avec telle ou telle organisation pour aller vers un zéro, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je peux reboucler avec l'exemple que je te disais sur la mobilité, qui peut dans un premier temps dans l'entreprise être vu comme un avantage social. On le fait pour un avantage social. Mais du coup, l'impact environnemental, il est direct, puisque tu baisses tout de suite tes émissions de CO2. Nous, on l'a vu très concrètement dans notre exemple aussi. On a notre bilan carbone qui a baissé en équivalent temps plein et en équivalent chiffre d'affaires grâce au forfait mobilité durable. Et on est une toute petite boîte. Donc, j'imagine sur les grosses boîtes que ça peut donner. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant le croisement. Et s'agissant de la compensation, tu peux aussi imaginer du coup des compensations qui sont différentes. Planter des arbres, c'est une bonne chose si tu as mesuré, réduit au maximum et que ton reliquat, tu le compenses comme ça. Donc ça, c'est une très bonne action et j'encourage les entreprises qui ont envie de le faire à le faire. Et tu peux avoir aussi des compensations qui vont un peu plus loin et qui croisent à différents enjeux. Nous, par exemple, cette année, on va faire notre compensation avec une entreprise qui s'appelle Terre à Terre et qui, en fait, aide l'agriculture à transitionner. Et là, tu as un impact environnemental, puisque l'objectif premier, c'est de faire de la captation carbone. Mais derrière, tu as aussi un impact social, puisque tu aides une petite exploitation à se maintenir et à évoluer. Tu peux en avoir un impact territorial, puisque cette exploitation agricole, eh bien, elle peut perdurer, rester sur son territoire et éviter de se faire manger par de l'habitat, par du développement économique autre. Donc, tu peux aussi croiser cet aspect de compensation et pas seulement aller capter du carbone. Et j'imagine que d'autres offres arriveront dans les... D'accord. Vous bossez avec Écoterie Non. Du tout. Qui est une entreprise bretonne aussi spécialisée, je crois. Oui, tout à fait. Nous, on ne les connaît pas bien et on ne travaille pas avec eux. Voilà. D'accord, ok. Nous, on intervient surtout, en fait du conseil en stratégie orienté développement durable, principalement. Okay. Donc, on intervient très peu dans l'action. Ok. Notre mission s'arrête souvent au plan d'action. Ok. Alors justement, plan d'action. Je suis RH en entreprise, on va prendre le cas d'un RH qui est sur un site industriel de 200, 300 personnes. Moi, en tant qu'RH, si j'ai des actions RSE à mettre en place, comment est-ce que je m'organise ? Est-ce que
alors, parce que j'ai étudié un certain nombre d'entreprises de cette taille-là sur LinkedIn et puis d'autres sites. J'ai vu dans des entreprises de cette taille des directeurs RSE ou des directrices RSE, pour certains rattachés aux dirigeants, à la dirigeante, d'autres rattachés à la fonction RH. Je vois d'autres qui ont un alternant qui est rattaché au DAF. Je vois aussi des DRH et RSE. Et je me suis dit, ça je trouve ça intéressant, DRH et RSE. Est-ce que tu vois un sens à ce que cette fonction RH puisse porter ces deux sujets parce qu'il y a des recoupements? Ou est-ce que pour toi, c'est peut-être des convictions, ça doit être deux fonctions séparées dans l'organisation et peut-être la direction RSE rattachée à la direction générale de manière un peu indépendante, etc. Comment est-ce que c'est quoi ta position, ta vision des choses? Ma vision et ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah bah voilà. Réellement. Okay. Et c'est pas une réponse de Normand. Hein. Je suis breton, je suis né à Rennes, Florent, donc je suis pas Normand, même si j'adore la Normandie, c'est aussi très joli. Donc vraiment, ça dépend du contexte, réellement. Si au bout de la stratégie RSE que l'entreprise a menée en faisant un diagnostic, en regardant ses enjeux et en faisant son plan d'action, si 80% des actions qui ressortent parce que les enjeux de l'entreprise sont là, si 80% sont sur le pilier social et que les 20 autres % sont sur les 4 piliers, ça a un sens que ce soit le ou la DRH qui pilote, parce que la majorité des actions vont être dans son giron. Donc autant avoir une personne au sein de la DRH pour le faire. D'accord. Par contre, si à l'inverse, les enjeux de l'entreprise sont beaucoup plus environnementaux, on peut imaginer, alors après je caricature peut-être ton exemple, mais d'une boîte industrielle. Moi aussi j'ai caricaturé, hein, voilà, bien sûr. La boîte industrielle, on peut imaginer que les enjeux environnementaux vont être très forts, à côté des enjeux sociaux, à peu près de même importance. Donc là, ça peut se discuter. Ça peut être en effet quelqu'un de rattaché à la DG directement, qui s'occupe de mettre en place le plan d'action RSE et qui va voir les différentes personnes, là la RH pour le pilier social, là une autre direction pour un autre sujet. Donc c'est vraiment en fonction des cas. En tout cas, notre conviction, c'est que c'est pas binaire. Nos clients nous demandent très souvent, d'ailleurs, quand on les quitte, ils nous disent à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on recrute un responsable RSE, une directrice RSE? Et oui, je vois bien la question. Tout le temps, on l'a quasiment à chaque fois. Et donc, comme on a passé 6 mois avec eux, là, on connaît leur contexte, on peut leur répondre, on peut les aider à choisir. Nous, en tout cas, une chose et un critère de réussite fort, c'est que être le plus proche possible de la direction générale. Donc, les DRH peuvent être, s'ils sont en CODIR, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est un vrai sujet. Hein. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup et je sais que tu l'as évoqué déjà plusieurs fois. Quand je vois des RH, j'en ai encore vu des annonces récemment rattachées au DAF. J'ai rien contre la direction, les DAF, c'est pas le sujet. Non, mais moi, c'est hors du temps. C'est pas que la paye et la gestion des temps, la RH, quoi. J'espère que c'est pas que financier. Exactement. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et à partir du moment où la DRH est au CODIR, il est possible, en fonction des sujets, si en effet les sujets sont 80%, je te le dis, ou aux 3/4 des sujets sociaux, ça paraît pas déconnant de le faire comme ça. Maintenant, chaque entreprise est unique et donc chaque réponse doit l'être, même si il peut y avoir 3-4 grandes tendances, quoi. Ok. Si on vient sur si on zoome plutôt sur les entreprises où le sujet est plutôt social, concrètement, je suis RH, j'arrive dans mon poste, je découvre mon entreprise. On me dit concrètement que je vais m'occuper de la partie sociale de la partie de la RSE. Quelles seraient les actions que je devrais faire en tant que RH qui a envie soit d'aller sur ce terrain-là en découvrant mon entreprise, ou alors qu'il l'ait jamais fait d'ailleurs. Je suis peut-être RH depuis plusieurs années dans mon orga, dans ma boîte, mais je l'ai jamais fait. Ce serait quoi les 3, 4, 5 étapes, les 3, 4, 5 tips que tu donnerais à un RH pour dire ok, tu veux aller là-dessus, voilà moi ce que je te conseille. Prendre connaissance bien évidemment au préalable du plan d'action RSE et de voir où en est ce plan d'action RSE pour pas revenir rajouter des choses tout de suite. Donc quand on arrive dans une entreprise, c'est bien de prendre le pouls, d'aller interroger et justement d'aller interroger les personnes clés de l'entreprise et de façon assez diversifiée. Aussi bien un salarié qui est par exemple dans une industrie sur la chaîne et savoir s'il a entendu, ne serait-ce qu'entendu parler du plan d'action RSE ou pas. Et s'il en a entendu parler, sur quel sujet? Et en général, pour ce niveau de salariés, c'est très souvent des sujets RH, justement. Donc c'est pour ça que je conseillerais aux RH d'aller interroger un panel de personnes représentatifs. On appelle ça en RSE les parties prenantes. Il n'y a pas qu'en RSE d'ailleurs qu'on utilise ce terme-là, mais en RSE c'est utilisé comme ça. Et les parties prenantes de l'entreprise sont intéressantes à aller interroger dans leur singularité. Donc, en marque employeur, on a c'est une approche à peu près identique. Hein. D'accord. Donc tu comprends tout à fait du coup là où je veux en venir. Donc prendre connaissance de là où l'entreprise en est,
interroger, et puis peut-être se faire sa propre idée du diagnostic que l'on fait en arrivant justement sur à la fois l'ambition, parce que dans un plan d'action, tu en as déjà fait, j'imagine, dans ta carrière, tu peux avoir différents niveaux d'ambition. Donc, de regarder et d'évaluer et d'essayer, avec la direction générale, de comprendre quel est le niveau d'ambition que la direction générale a voulu poser sur la strate RSE, et de regarder, toi, en tant que DRH, où est-ce que tu peux apporter une plus-value, soit en fonction de ce que tu sens du temps, voilà, de ce que tu sens des enjeux de l'entreprise, et puis de ce que tu as pu faire par le passé. Parce qu'on arrive toujours avec un... Est-ce qu'il y a des indicateurs à regarder ou à mettre en place ? Oui, sur le niveau social, les classiques que tous les RH connaissent, sur les accidents du travail, sur les arrêts de travail, sur l'ensemble de ces questions. Bien évidemment, l'égalité femmes-hommes. Okay. Et je conseillerais aux RH de ne pas attendre d'être obligé de le faire pour le faire. Parce que il y a des obligations réglementaires pour certaines entreprises. Ça, c'est clair. J'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques semaines Sandrine Charpentier, dirigeante de Mixity, qui s'occupe effectivement de ces sujets diversité au sens diversité au sens large, large, parce que l'égalité homme-femme, femme-homme, c'est un des piliers de la diversité. Tout à fait. Ouais. Et oui, ça, je pense que c'est intéressant. Donc, tout à fait. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Après l'égalité femmes-hommes, c'est en effet l'ensemble des sujets de mixité, d'inclusion, en dehors de l'égalité femmes-hommes, parce que pour moi, c'est pas un sujet forcément d'inclusion. Les femmes représentent 50% de la population et elles ont à être considérées autant que les hommes, si ce n'est aujourd'hui peut-être même mieux. Il y a la question des quotas notamment qui fait débat dans les CODIR. Moi, je suis pas fan des quotas de base. Je fais juste le constat que ça marche là. Voilà. Donc, sans être fan de la façon de le faire, on voit au moins que le résultat est là dans les entreprises. Donc, après, je ne vais pas citer les statistiques qui disent que des entreprises qui sont très mixtes dans leur gouvernance sont bien plus performantes aussi. C'est quand même dommage de se priver de la moitié des talents. Et les talents, ils sont aussi bien masculins que féminins. Mais en effet, tous les sujets d'insertion, d'inclusion des différentes populations, ce sont des sujets éminemment responsables, éminemment RSE, d'aller regarder ces questions. Que vous regardez, vous, avec nos clients, en effet, en fonction des enjeux et du diagnostic qu'on a pu faire, parce qu'en général, on commence par un diagnostic, un peu comme je l'ai fait là quand je t'ai décrit l'arrivée du DRH dans la boîte. Ensuite, on regarde les enjeux de l'entreprise, avec elle, on priorise les enjeux entre son niveau de performance et l'importance de l'enjeu par rapport à son écosystème. Okay. Et c'est comme ça, en fait, que tu définis les enjeux prioritaires. C'est que, est-ce que tu es bon, est-ce que tu n'es pas bon ? Si tu es bon et que l'enjeu est prioritaire pour tes parties prenantes externes, tu n'as pas grand-chose à faire si ce n'est maintenir le cap. Par contre, si tu es mauvais et que tu es très attendu par ton marché, par tes partenaires, par tes fournisseurs sur cette question-là, là, il est temps d'agir, quoi. Et donc, sur les parties prenantes, il y a les parties prenantes internes, et les RH sont surtout focus, justement, sur les attentes des salariés par rapport à la strate RSE, quoi. Ok. Une fois qu'on a fait tout ce constat, tous ces diags, tous ces constats, concrètement, je suis RH, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à mettre en place une politique RSE ? Des fois, quand on est RH, on peut être un peu en posture de solitude dans l'entreprise. C'est pas toujours vrai, mais des fois, ça peut être un ressenti en tout état de cause. Et c'est pas toujours simple de faire bouger les lignes. Moi, je le vois sur le sujet marque employeur, c'est pas toujours simple de faire bouger les lignes en interne auprès des managers qui disent t'es gentil, j'ai autre chose à faire, etc. Comment impulser dans l'organisation une politique RSE alors qu'on est RH et qu'on n'est pas responsable RSE officiel, avec le titre que est responsable RSE. La réponse pour moi elle est collective et elle n'est surtout pas dans c'est le pilier social, vous ne vous en occupez pas, c'est moi, c'est mon domaine. C'est-à-dire, bien évidemment que le pilier social de la RSE dans une strate responsable, c'est principalement les RH qui vont s'en occuper. Mais si j'avais un conseil à donner aux RH, c'est au sein du CODIR, portez bien évidemment et soyez pilote de ces sujets-là, mais faites-le avec les autres. Ça peut paraître un conseil tout simple, mais il n'y a qu'en collectif en fait que vous allez réussir à faire avancer les choses. Et si vous avancez tout seul dans votre coin, en effet, la solitude, vous allez la maintenir. Donc l'avantage de le faire en CODIR, c'est que la direction générale peut prendre des décisions, peut arbitrer. Et aussi, si la direction générale voit que le collectif est soudé autour des enjeux RSE de façon croisée, et pas seulement d'un côté le RH qui va défendre son truc tout seul, de l'autre côté il y a quelqu'un qui va défendre une action environnementale, et de l'autre une action économique aux achats. Non. Par contre, s'il y a un collectif de codirection soudé, eh bien déjà la direction générale se sent puissante et potentiellement
elle peut être influencée positivement par ce collectif. Donc si j'avais un conseil à donner aux directeurs et directrices de ressources humaines, c'est de ne pas poursuivre le silo dans lequel potentiellement l'organigramme ou l'organisation de l'entreprise peut les mettre, mais justement d'aller au-delà, d'aller voir ses collègues du CODIR, d'aller voir les managers, de demander aux managers comment les RH peuvent les aider pour mettre en œuvre la politique RSE, y compris managérialement parlant, parce que sur le pilier social, on ne fait rien sans les hommes et les femmes dans une entreprise. A priori, il y a 0 entreprises qui sont 100% robotisées. Donc même si l'IA fait de gros progrès, on est loin de ça. Donc sans les hommes et les femmes, on ne fait rien. Et les RH, dans ces changements, dans ces transitions, ont un rôle à jouer. Et je leur conseillerais vraiment de le porter au niveau du CODIR. C'est pour moi essentiel que de le faire à cet endroit-là. Sinon, on continue à faire soit chacun dans son coin, ou même à côté du business. Donc pour le faire au cœur business, il faut que ce soit au niveau du CODIR. Ok. Alors, je vais revenir sur la RSE et la marque employeur. T'imagines bien que ça m'intéresse. Parce que quand j'écoute ce qui se lit, ce qui se dit autour du sujet RSE et marque employeur, certaines personnes avancent que la RSE est au service de la marque employeur, d'autres qu'elle est un levier de marque employeur, voire même une partie de la marque employeur. C'est quoi ton avis ? Mon avis, c'est que c'est pas une partie de la marque employeur, qu'il faut faire une stratégie RSE quoi qu'il arrive, qu'on ait des problématiques de recrutement de marque employeur, mais que bien évidemment, ça nourrit la marque employeur. Et puis pas que la marque employeur d'ailleurs, ça nourrit aussi le commerce, la communication de l'entreprise. Okay. Voilà. Mais à condition pour moi de le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est pas la marque employeur qui doit dire faites une strat RSE. Alors peut-être que dans les diagnostics de marque employeur que tu peux faire chez tes clients, en effet, tu te dis là vous n'avez pas de démarche de stratégie RSE qui est bien définie à notre goût. On ne pourra pas s'en servir telle qu'elle est. On a d'autres leviers, donc on va se servir des autres leviers. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est que peut-être travaillez-le. Et une fois que vous l'avez travaillé, le résultat de ce travail-là, moi, je peux en récolter les fruits avec vous pour la marque employeur. Et ça, c'est, je pense, un élément très important sur les recrutements demain de plein d'entreprises. J'ai pas envie de dire une génération, parce que j'ai envie de dire une génération au sens large de salariés, soit de personnes plutôt jeunes qui sont attentifs à ça. Mais nous, dans ce qu'on peut voir dans nos recrutements et chez nos clients, c'est pas que les jeunes. Il y a aussi des quadras, des quinquas qui ont envie de donner du sens à leur travail. Et pour moi, c'est pas du tout une question de génération. C'est une question de génération du moment, de ce qu'on vit tous en ce moment. Alors, c'est pas une question de génération au sens Y, Z ou je ne sais quoi, dont je suis pas du tout spécialiste et je m'inscris même plutôt en faux par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de case. C'est pas simple, c'est un sujet délicat. J'avais interviewé Marlène, que tu connais peut-être. Marlène Leguet, qui est sur l'épisode 2 c'est vraiment un sujet pointu. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits sur les jeunes qui veulent plus travailler, qui n'ont pas de valeur, machin. Ouais. Donc tout ça, c'est pipeau pour moi. C'est beaucoup plus profond. Exactement. Et toutes les catégories de la population sont touchées, que ce soit des cadres ou des non-cadres, des jeunes ou des moins jeunes. Mais c'est évident que dans plein de boîtes, cette question de comment tu transformes la strat RSE et les résultats de cette strat RSE pour la marque employeur. Et là, la marque employeur, c'est comme pour la com, en fait. C'est du caviar. Si tu as fait une belle strat RSE, que tu as des actions concrètes que tu peux valoriser derrière, d'un côté en marque employeur pour les recrutements, et de l'autre côté au niveau commercial et communication, bien évidemment qu'il faut s'en servir. Moi, plus une boîte responsable, moi je suis content quand une boîte responsable fait encore plus de business, parce que c'est-à-dire qu'elle a un impact positif, qui est encore meilleur. Et en général, ce qu'on peut constater, il y avait une étude de France Stratégie qui date un peu, de 5-6 ans maintenant, qui dit qu'il y a plus 13% de performance économique pour les entreprises responsables. Parce qu'en fait, tu enclenches des choses vertueuses. Là, tu le dis pour les recrutements. C'est un secteur clé aujourd'hui, la question du recrutement et de la marque employeur, pour plein d'entreprises. Eh bien, si ces entreprises-là ont une démarche RSE qui donne des résultats concrets et dont les gens en interne peuvent parler, parce que là, j'imagine que d'aller faire parler les gens en interne de ce qui se fait dans la boîte en termes de marque employeur, c'est très intéressant. C'est la clé de la réussite pour les recrutements, là, mais pour demain, le business aussi, pour le commerce. Ok. En marque employeur, il existe des... Alors, j'ai pas utilisé le mot label parce que c'est pas aussi profond que ça, mais en tout cas des certifications type Great Place to Work, etc. Nous, typiquement, on est une entreprise à mission, on a une fondation, on a mis en place la semaine de 4 jours, enfin tout un tas de choses, mais on n'a pas de label RSE. C'est pas qu'on n'y bosse pas, c'est qu'on n'a pas de label. À ton avis, on fait fausse route? Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir un label? Et si oui, est-ce qu'il y a des labels que tu conseilles comme étant aujourd'hui de qualité dans le monde RSE français? La question des labels, elle est intéressante par rapport à l'écosystème dans lequel chaque entreprise peut être. Comment les prospects, en fait, vont venir juger vos offres?
C'est ça la question aujourd'hui, c'est comment tu continues à faire des partenariats ou du commerce avec des personnes qui commencent à regarder précisément ces choses-là. L'avantage du label, c'est que tu as quelqu'un d'extérieur qui vient regarder tes pratiques et qui met un coup de tampon dessus. Après, dans les labels comme RH, comme les labels RSE, il y a différents niveaux d'ambition, de précision. J'en ai cité 2 en introduction tout à l'heure en parlant de Lucie et de Bicorp. Il y a celui de l'AFNOR aussi, et il y en a d'autres que j'oublie peut-être, sectoriels par exemple, qui peuvent être très pertinents. Donc là aussi, il y a la question du secteur aussi. Il y a les labels généraux que je viens de citer, les 3 principaux, c'est Lucie, Bicorp et AFNOR. D'autres qui sont plus sectoriels ou sur des types d'entreprises. Ça dépend si c'est demandé par tes clients. Si c'est pas demandé par tes clients et que tu es déjà sûr de ce que tu fais en interne. Est-ce que c'est demandé par les salariés ? Tu penses que ça a un impact pour les salariés ? Ça peut en termes de marque employeur être utile aussi. Je te le cache pas parce que, comme on l'a dit, on le répète depuis le début, tu as le pilier social. Et si tu as des bonnes notes dans le label sur le pilier social, c'est que tu as des bonnes pratiques. Voilà. Donc oui, ça commence à être regardé par les salariés. Donc sur la marque employeur, c'est aussi important. Mais je pense que pour l'instant, c'est encore majoritairement regardé par les clients potentiels, par les prospects. Et ça dépend de combien de fois dans l'année, en gros, ça t'est demandé d'avoir un label. Là, on va vers un changement de réglementation au niveau européen, et du coup, une pression réglementaire qui va arriver, qui va commencer à cadrer les choses et à pouvoir permettre, en fait, aux entreprises de se comparer les unes aux autres. Un cadre qui va permettre ça. Donc, on commence à rentrer grâce à l'Europe. Sur les différents piliers de la RSE ? Tout à fait. Et notamment sur la question du carbone et la question sociale, et de gouvernance, du modèle d'affaires aussi, du modèle économique. Donc sur toutes ces questions-là, la CSRD, c'est comme ça que ça s'appelle, cette directive européenne qui vient de tomber, juste au début de l'été, elle était en réflexion depuis longtemps, et du coup, elle va changer beaucoup de choses, et va baisser le seuil des obligations RSE des entreprises de 500 à 250 salariés maintenant. Donc le plancher va descendre très très fortement. Donc là aussi, on voit une pression. On parlait de l'entreprise à mission tout à l'heure avec la loi Pacte qui encourageait les entreprises à le faire sans obligation. Oui. Là, c'est plus contraignant. Donc en fait, sur la question de label, pour finir de répondre à ta question, tu peux avoir la pression de tes prospects ou de tes candidats, et tu as la pression réglementaire qui arrive. Donc peut-être qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas d'obligation réglementaire, de faire une labellisation, ça peut te permettre demain d'être plus à l'aise pour répondre aux obligations réglementaires, parce que tu auras déjà fait un exercice de mise en place d'un diagnostic, d'un audit et résultat de cet audit-là. Donc tu te seras mis en ordre de marche, même si le label ne va pas être directement connecté à la réglementation. Tu as déjà des choses qui auront été travaillées dans l'entreprise. Donc moi, j'encouragerais les entreprises qui veulent avoir un temps d'avance à le faire prochainement. Voilà. Mais comme toute démarche en fait, de progrès, puisque la RSE, c'est une démarche de progrès. Donc le label peut te permettre de progresser. Si je prends notre exemple, la première fois qu'on a été labellisé Bicorp il y a 5 ans, avant même d'avoir le label, alors qu'on était une petite boîte de 10 à l'époque, on a dû progresser pour avoir les 80 points, les fameux 80 points de ce label-là. On n'avait pas réussi à l'avoir d'entrée. Et donc, on a mis en place des choses. 6 mois après, on s'est présenté devant le label avec des choses qui ont progressé. Et du coup, on a pu l'obtenir. Et depuis, on vient juste d'être relabellisé. On a progressé, on a continué à progresser. Donc, c'est intéressant pour ça aussi, les labels, c'est que ça met l'entreprise dans une démarche de progrès qui est intéressante parce qu'elle va regarder l'ensemble, grâce aux 5 piliers de la RSE, l'ensemble des thématiques de l'entreprise. Donc elle est complète, elle est transversale et elle est cœur business. Le temps tourne. Juste si je zoome sur l'agence Déclic, vous faites quoi vous-même ? Vous êtes entreprise à mission, vous êtes labellisé, donc ça j'ai bien compris. Et pour nos clients ? Ouais, plus pour vos salariés. Alors, j'ai mon angle RH qui ressort. Si tu avais à m'expliquer la marque employeur de l'agence Déclic sur en lien avec le sujet RSE, l'idée c'est pas de me dire tout ce qui est parfait chez l'agence Déclic, puis c'est pas ça qui m'intéresse. C'est si je suis salarié de l'agence Déclic, quels sont mes avantages ? T'as parlé du forfait mobilité, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place qui sont déjà intéressantes et que nos auditeurs pourraient aussi mettre en place dans leur organisation de manière assez simple. Oui, je comprends. Entreprise à mission, c'est un peu plus compliqué, forcément. Oui, mais il y a un peu plus de travail. Quelques exemples RH, en effet, qui peuvent être parlants. Sur la question de la répartition de la valeur, par exemple, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, dont les syndicats, d'ailleurs, et le gouvernement se sont saisis. Il y a eu quelques accords de branche, notamment, qui ont été validés dans ce sens-là. Nous, on essaie d'avoir beaucoup de transparence sur les chiffres de l'entreprise, parce qu'on considère que, managérialement parlant, il faut qu'on s'adresse à des adultes et pas à des enfants. On est adultes, ils sont adultes, tout le monde est adulte et est capable de comprendre plein de choses. Donc, n'infantilisons pas les salariés. Donc, nous, on essaye de leur donner le plus d'informations possible dans une logique d'empowerment, de leur donner les infos. Et derrière, de mettre en place des outils, le BSI,
que les RH connaissent très bien. On l'a mis en place très récemment. Ça a permis d'éclairer sur tout ce qui était périphérique en termes de rémunération. Donc ça, c'est intéressant. Il y a l'intéressement pour partager la valeur. Vous avez mis en place l'intéressement ? L'intéressement, on est en train de finir notre premier accord d'intéressement qui a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. On va en renégocier un avec les salariés. Vous avez mis en place l'actionnariat salarié, alors, comme l'a fait Lucas. Enfin, j'ai interviewé aussi récemment. J'avais écouté l'épisode qui était très intéressant. On n'a pas fait un actionnariat salarié, enfin on en a fait un, c'est-à-dire qu'on a ouvert le capital en fait, tout simplement. Ok, voilà, on a carrément ouvert le capital comme toute... On l'a ouvert que en interne, pas en externe. Et en effet, on est passé de 3 associés juste avant l'été à 7 aujourd'hui. D'accord. Il y a 4 salariés. Sur 25 salariés on est 7 associés. Et on va l'ouvrir tous les ans, en fait. C'est-à-dire, top. À chaque bilan, valo de l'entreprise, classique, on valorise les parts. Et du coup, c'est pas un actionnariat d'action gratuite. Oui, nous, on considère que si on veut être associé, il faut prendre des risques. Ok. On ouvre très bas, entre guillemets, puisque en fait, on s'est donné on a choisi d'avoir un prix d'entrée collectif. C'est-à-dire que si tous les ans, il y a 8 000 € de parts qui sont prises, on déclenche et on ouvre. Donc c'est un intérêt aussi, c'est que plusieurs salariés peuvent se dire « Ah, on y va ensemble » au sein du cercle des associés. Ouais, on y va ensemble. Et à 3, 4, ils peuvent dépasser cette somme-là et du coup déclencher l'entrée dans le capital, quoi. Donc voilà, par exemple, sur la question de la répartition de la valeur, un sujet qui est brûlant en ce moment pour nous. On a beaucoup de jeunes professionnels, une pyramide des âges, la moitié de l'équipe a moins de 30 ans. La parentalité est une question qui va devenir centrale pour nous. Eh bien, comme on l'avait fait avant pour la mobilité, ce que je t'expliquais tout à l'heure, eh bien là, on met en place un groupe de travail très simple, 3 réunions, un groupe de 4-5 personnes de l'entreprise qui, autour de la personne qui s'occupe des RH chez nous, eh bien, va étudier cette question de la parentalité. Et pas seulement comme un avantage, mais c'est quoi la parentalité au sein de l'agence Déclic ? Comment on peut être consultant et jeune parent ? Donc on va regarder cette question-là pour pouvoir mettre en place dans l'entreprise. Je ne sais pas quelle mesure aujourd'hui on pourrait, de façon très raccourcie, comme plein de boîtes le font, se dire tiens, on fait juste, ce qui est déjà pas mal, parce que peu de boîtes le font, et celles qui le font, c'est déjà une très belle action. Par exemple, d'aligner le congé du deuxième parent sur celui de la maman. Oui. Quand bien même la maman, elle n'est pas au sein de l'entreprise, notamment celui du papa ou de la deuxième maman, eh bien, d'aligner ce congé-là. Ça peut être une idée, mais peut-être que c'est la fausse bonne idée. Donc, nous, plutôt que d'avoir des idées qui viennent d'en haut et qui descendent en top-down, eh bien, on préfère donner un cadre et des clés à un groupe de travail qui ressort des propositions et ensemble, après, on discute. Vous avez créé la fonction RH au sein de l'agence ? Oui, tout à fait. C'est récent. On a commencé par du temps partagé et là, c'est un poste à 80% aujourd'hui. On a encore une petite boîte, donc on n'a pas tous les risques financiers d'un 100%, mais ça ne saurait tarder. Ouais. Mais pour nous, c'est hyper important. On est une boîte de service. Ouais. C'est hyper important pour nous. Donc, focus, en fait, recrutement, marque employeur et accompagnement de la montée en compétences des salariés, quoi. Ok, merci, ça c'est vraiment très, très clair et très pratique. Un peu de prospective, pas toujours simple, ce sujet de la prospective, j'en ai vraiment très très conscience, mais comment vois-tu évoluer la problématique RSE au sein des entreprises ces prochaines années ? Est-ce que le réchauffement climatique va avoir un impact ? Enfin, j'en sais rien. Moi, je regarde avec mon œil de moins sachant, beaucoup moins sachant que toi sur la RSE. Quelles sont les évolutions que tu vois dans le futur, ce que tu vois arriver en fait, qui va nous concerner ? Je pense que ce qu'on vit au niveau de notre société aujourd'hui, on l'a vécu sur plusieurs épisodes. Je vais pas rappeler les gilets jaunes, qui est quand même la conséquence d'une action pour l'environnement à l'origine, d'une taxe carbone qui était peut-être pas la bonne solution, mais qui était déjà un pas en avant. Et on a une réaction sociale qui était très certainement normale, en fait. De plus en plus, dans notre société, on va être confronté à l'acceptabilité sociale des mesures qui vont être prises par le gouvernement. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec le monde de l'entreprise, où dans les entreprises, la direction générale et pour le coup les managers et les RH vont avoir à gérer l'acceptabilité sociale de contraintes environnementales qui vont tomber. Il y a certaines activités... je suis aujourd'hui à la chaîne chez PSA et je fabrique des moteurs thermiques. J'entends partout qu'on va passer à un 100% électrique, dans quel état psychologique je suis, quoi. Donc l'accompagnement des RH va être hyper important sur ces changements-là, en fait. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on ne fait rien sans les femmes et les hommes. Eh bien, les transitions qui sont face à nous, c'est un mur qu'on a face à nous. Les 1,5 degré, les 2, on sait déjà qu'on va y être. Si on peut éviter d'être à 3, parce que c'est d'ailleurs assez... comment ça peut induire en erreur, c'est 3 ou 4 degrés, on se dit tiens, ça nous semble vivable d'être à 3 ou 4 degrés de plus, sauf que c'est une moyenne sur la planète et qu'il y a certains endroits où ça va être invivable. Et on commence à le constater sur les pics et les dérèglements qu'on peut vivre. Et d'ailleurs, on parle plutôt de dérèglement climatique que de
réchauffement climatique, parce que on voit bien qu'on est déréglé là cet été. On pourrait se dire, ben non, il n'est pas là, le réchauffement climatique. Nous les Bretons. Les Bretons, des fois, en juillet, ça a été sympa. Voilà, il faisait beau plusieurs fois par jour, mais ça durait pas très longtemps, quoi. Donc, je pense que les RH vont avoir à gérer ça, comme les politiques vont avoir à le gérer au niveau sociétal, de gérer l'acceptabilité des transitions qui sont face à nous. Donc, et si je vais plus loin, c'est comment les RH aident la direction générale à accompagner les métiers, certains métiers aujourd'hui qui vont disparaître, sur des nouveaux métiers. En étant focus sur les compétences des personnes, comment tu peux valoriser ce qu'ils savent faire déjà. C'est un truc hyper intéressant pour les RH, les transitions. C'est, on analyse, on fait une matrice de compétences, on regarde ce que sont capables de faire les gens qui occupent tel type de poste aujourd'hui, et demain, comment on continue à les rendre employables sur des techniques, des métiers différents. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je serais RH aujourd'hui dans une boîte industrielle, même si c'est pas mon métier d'origine, je trouve ça hyper intéressant. Ils vont développer, s'ils ont envie de le faire, des projets très très intéressants. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, ou un sujet que j'aurais pas abordé, un sujet RH, RSE que j'ai pas abordé et sur lequel tu as envie de t'exprimer? C'est peut-être assez tout simplement comment on se lance en fait. Ouais, face à cette montagne. Et en effet, j'ai parlé des 5 piliers, ça peut faire peur. Oui. On va devoir traiter tout ça. On va devoir faire un audit. Et j'ai envie de tranquilliser les DG, les RH et les directeurs RSE face à ça. Allez-y sincèrement, faites ce que vous pouvez. Si vous faites le maximum, ce sera déjà bien en fait. On ne peut pas vous demander de faire plus que vous êtes capable de faire. Donc en fonction des moyens qu'on vous donne, en fonction des capacités que vous avez, des compétences. Mais lancez-vous à analyser vos pratiques. Ça fait jamais de mal d'analyser ses pratiques, en RSE ou d'une manière générale en RH ou autre. De regarder ce qui est le plus important pour vous. J'ai beaucoup parlé des enjeux. Et faites une grille où vous regardez votre niveau de performance et là où vous êtes attendu. Et au croisement des deux, vous allez voir... Plutôt une méthode des petits pas que de vouloir attendre que tout soit parfait et tout changer. Agir. Là, on est vraiment au temps de l'action, en fait, sur la RSE. Et pour reboucler aussi par rapport à la prospective sur ta question, on est au temps de l'action. Si le plan, il n'est pas propre, il n'est pas nickel... Oui, on ne se fixe pas comme objectif d'avoir Bicorp tout de suite, quoi. Non, on avance. Bicorp, ça sera peut-être une conséquence de ce qu'on a fait. Agissez, et vous verrez que ce soit en posture de RH, parce que vous êtes le public qui nous écoute aujourd'hui préférentiellement, mais en position d'entrepreneur et de DG, vous verrez que c'est vertueux et que ça embarque toute une entreprise, toutes les équipes vers quelque chose de très très sympa. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur de regarder ce que vous faites aujourd'hui de façon... avec beaucoup d'humilité. C'est pas grave si on fait des choses mal. Qui est parfait dans ce monde? Personne. Mais nous, l'agence Déclic, il y a des choses qu'on fait pas encore assez bien. On va progresser. Et personne n'est parfait, même quand on connaît bien le sujet. Donc quand on connaît moins bien, oui, les imperfections, elles sont là. Et on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avancer, d'être sincère dans la volonté d'avancer, d'y aller. Donc regardez ce que vous faites, regardez ce qui est important pour vous, et vous verrez que les actions derrière, elles vont découler toutes seules, en fait. Ok. Pour finir en beauté, est-ce qu'il y aurait une autre solution RH que tu recommanderais à nous RH pour travailler autrement et lutter contre le « on n'a jamais fait comme ça » ? Ouais, c'est pas forcément une solution en tant que telle, c'est un exemple que je trouve très intéressant, que Make Sense a fait. Je sais pas si vous connaissez Make Sense, mais je vous invite à aller voir ce qu'ils font et peut-être à les interviewer, puisque Florent, tu as interviewé énormément de monde, donc... C'est très très intéressant ce qu'ils font, notamment sur un sujet qui nous intéresse, mais sur lequel on n'est pas mûr. Quand je disais que personne n'était parfait, nous on n'est pas mûr encore pour faire ça. C'est la détermination de la rémunération par les pairs. Et ils ont en fait un travail de fond, mais de malade, vraiment. Allez voir ce qu'ils font. C'est vraiment très très sujet puissant. Intéressant. Ouais. Donc je serais content d'avoir justement une interview pour avoir du coup le Rex. Non, on les connaît de loin en fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, j'essaierai de les contacter. Mais ils sont, en tout cas, ce qu'ils ont affiché est vraiment très très intéressant. Ils ont poussé le curseur, ils ont réfléchi à tout. C'est assez puissant sur le papier et de ce que j'ai pu entendre, ça fonctionne. Donc c'est très très intéressant. Donc plutôt un exemple, Make Sense sur comment ensemble, entre pairs, on définit la rémunération de chacun, quoi. Ok, merci. Est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander, un podcast que tu écoutes régulièrement, alors qui peut être sur tout sujet, hein, c'est pas forcément RH, ou un épisode de podcast que tu aurais écouté récemment et qui t'a marqué? Moi, j'aime bien les entrepreneurs responsables, paradoxalement. Ah bon? Et bien, j'aime bien Alexandre Mars, pour ceux qui le connaissent, et il fait des interviews qui sont assez dans l'intimité, et j'ai beaucoup aimé par exemple celle qu'il a faite avec Emmanuel Faber, je vous la conseille. D'accord. Je mettrai le lien de toute façon dans le descriptif du podcast. Une bonne heure, et ce que fait Alexandre Mars est très chouette. D'ailleurs, il a écrit quelques bouquins aussi au-delà du podcast. Donc, tu lis ses livres?
J'ai lu un de ses bouquins, ouais, qui était très très intéressant. Donc, je perds le titre là, j'ai une mémoire de poisson rouge, je suis désolé, Okay, sinon je te l'aurais donné, mais je te le C'est donnerai pas. plus tard. Mais oui, c'est assez intéressant ce qu'il fait. Ouais. Ok. Merci. Et si besoin, comment nos auditeurs peuvent te contacter? Comment est-ce que tu es joignable s'ils ont envie de creuser avec toi? S'ils ont envie de creuser, LinkedIn si vous voulez, ou sinon... Aurélien Olivry. Voilà, O2LIVRY. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Tu réponds. Je réponds à mes messages. D'accord, t'es quelqu'un d'éduqué, poli, qui répond aux messages. Ouais, j'essaye le plus possible. Voilà, le plus possible. Mais en général, il n'en reste pas de non lus. Voilà. Donc, les non lus, c'est les spams commerciaux, je dis pas moi. Voilà, exactement. Voilà. Même si la messagerie LinkedIn, si je peux envoyer un message en même temps, s'il vous plaît, je sais que t'es un fervent défenseur aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Elle est assez pourrie. Voilà. Pour être très clair. Donc, l'outil est fantastique pour le reste, mais ça, si vous pouviez l'améliorer, LinkedIn, ce serait top. Ok, un grand merci. C'est terminé là pour ce bel épisode. Je suis vraiment ravi de t'avoir eu avec moi et de ton expertise RSE. Je suis assez impressionné, donc c'est chouette. Merci à tout le monde de l'avoir écouté, de l'avoir suivi en entier, et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Merci Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!